J'ai choisi de traiter la question du fantasme à la lumière de son inquiétante étrangeté, concept articulé par Sigmund Freud en 1919, ainsi que de sa position par rapport au Kevoi, le « que me veux-tu », le crochet interrogatif que Jacques Lacan a introduit dans son Circuit du désir en 1958, dans le 6e séminaire. Pratiquer l'examen du fantasme dans le discours tout au long de la navigation est un outil précieux pour faire naître et nourrir le transfert. J'ai choisi de retranscrire un entretien préliminaire avec Madame S. lorsque la patiente était sur la rive, sans être tout à fait prête à s'embarquer avec le clinicien dans la barque de la libre association. L'examen, cette pensée est-elle un fantasme? Question que pose le clinicien, a suscité un léger temps d'arrêt dans le discours de la patiente, puis son élaboration chez Madame S, qui abandonna plus tard sa psychothérapie. Ce moment suspendu fut celui durant lequel le moi de la patiente semblait se dessaisir de sa puissance leurrante pour embrasser la scène de sa vie inconsciente. La pensée fantasmée mise à jour, même sans être directement associée à un vécu de souffrance par le moi, qui ne l'a reconnue pas comme telle, est restée une voie praticable pour qu'advienne une parole pleine en séance. Pour Jacques Lacan, la parole pleine, c'est, dit-il, la parole d'engagement où le sujet se constitue lui-même par rapport à un autre. En effet, rien n'est plus singulier que la reconnaissance par le patient lui-même de sa vie fantasmatique et des liens affectifs qui en découlent dans son existence. En effet, l'opération clinique qui consiste à mettre à jour un fantasme inconscient procède par coups de rame, comme l'enseigne Fernando de Amorim. Elle vise l'avancée de la navigation en mer inconsciente et la levée du refoulement. L'élément qui doit attirer notre attention se trouve être tout autant dans le discours que dans le surgissement des affects, qui, restés jusqu'ici liés à la représentation, deviennent libres et circulent confusément chez l'être. La surprise et la perplexité attestent alors de leur présence déroutante. Nous constatons dans le déferlement d'affects, chez Madame S, c'était des pleurs, des rougissements, l'interruption de sa parole, de la colère, etc. Nous constatons que l'être s'affronte à l'inquiétant, présent en lui-même. L'Unheimlich, comme le nomme Freud, dans son texte fondateur sur l'angoisse, intitulé « L'inquiétante étrangeté ». Pour l'auteur, l'inquiétant est le chez-soi d'autrefois, l'anciennement familier. Quant au préfixe « un » dans ce mot, il est pour Freud la marque du refoulement. Il précise que cette inquiétance vient de ce qu'on s'approche du complexe de castration, que l'inquiétant serait quelque chose qui aurait dû rester dans le monde du cachet et qui est venu au jour. Ou encore que tout affect est transformé en angoisse par le refoulement. Ce mode d'angoissant serait justement l'inquiétant, et il est indifférent, nous dit Freud, qu'à l'origine cet inquiétant ait été lui-même angoissant, ou bien qu'il ait été porté par un autre affect. Alors revenons à l'inquiétante étrangeté, due à la levée du refoulement chez Madame S, pour tenter ensuite de l'articuler au circuit du désir. Dans ses recherches lexicales, Freud fait mention des différentes définitions du terme allemand unheimlich, comme étant ce qui s'oppose au familier, à l'intime, à l'aimable, au connu, au tranquille, etc. C'est ce qui s'annonce comme étrangement inquiétant, effroyable, secret, clandestin, etc. Dans la clinique, à mesure que l'être convoque son histoire d'enfance en traversant la mer d'Oedipe, des souvenirs de l'inquiétance émergent sans être forcément reconnus par lui au titre de fantasme. Mêlés pour beaucoup aux contes et légendes entendus dans l'enfance, des thématiques fantasmatiques font retour parfois dans le discours. Certains de ces souvenirs semblent s'être fixés à des lieux particuliers du corps, comme dans le cas des yeux chez Madame S. Freud précise que la source du sentiment de l'inquiétante étrangeté ne proviendrait pas d'une peur infantile, mais d'un désir infantile, ou plus simplement pour lui, d'une croyance infantile. Parmi les thèmes les plus saillants qui produisent cet effet inquiétant, nous avons aussi, selon Freud, ce qui touche au thème du double, par exemple, et de la poupée apparemment douée de vie. Pour Freud, un cas d'inquiétante étrangeté par excellence est celui du conte d'Hoffmann intitulé « L'homme au sable »,
dans Les Nocturnes, récit d'où est sortie la figure de la poupée Olympia pour apparaître au premier acte de l'opéra d'Offenbach intitulé Les Contes d'Hoffmann. L'observation psychanalytique nous l'apprend, nous dit Freud, se blesser les yeux ou perdre la vue est une terrible peur infantile. Cette peur a persisté chez beaucoup d'adultes qui ne craignent aucune autre lésion organique autant que celle de l'œil. N'a-t-on pas coutume de dire qu'on couve une chose comme la prunelle de ses yeux ? L'étude des rêves, des fantasmes et des mythes nous a encore appris que la crainte pour les yeux, la peur de devenir aveugle, est un substitut fréquent de la peur de la castration. Le châtiment que s'inflige Oedipe, le criminel mythique, quand il s'aveugle lui-même, n'est qu'une atténuation, nous dit Freud, de la castration, laquelle, d'après la loi du talion, serait seule à la mesure de son crime. La construction du graphe du désir dans le 6e séminaire, donc, est une élaboration fastidieuse de Jacques Lacan, mais qui lui permit, elle est toutefois éclairante, et elle lui a permis d'articuler l'ensemble de sa doctrine, à savoir le circuit par lequel le message du sujet rencontre, en le codant, la loi symbolique du grand autre. Car l'instauration de la division subjective, donc à l'origine de la vie psychique inconsciente, est à cette condition. Et dans ce procès à la naissance d'une subjectivation première, la position qu'occupe le fantasme est consécutive à la boucle interrogative du Quevoy, ce que me veux-tu, à l'adresse du grand autre, qui est réfléchi à l'être par la voix de sa demande. Comme l'enseigne Lacan, il dit « Le sujet peut s'instituer lui-même comme sujet, à savoir qu'il a, dans ce grand autre, à se faire reconnaître comme sujet et non plus comme demande. » C'est-à-dire la condition de son entrée dans la signifiance du discours, seule voie possible d'existence pour l'être parlant. En effet, c'est parce qu'il y a le grand autre que le petit homme peut s'instaurer dans un vécu réflexif qui fait de lui un être singulier, doué de langage et qui possède sa propre vie inconsciente. Pour tenter une synthèse rapide et la plus claire possible, j'ai choisi d'isoler du fantasme sa fonction de régulation dans le rapport du désir au fantasme comme étant l'homologue du rapport du moi avec l'image de l'autre, le petit autre. En effet, pour Lacan, c'est le fantasme qui règle la hauteur de fixation du désir et qui détermine sa situation. Donc j'essaye d'apporter un éclairage un peu plus pratique à ces questions théoriques assez complexes, avec le cas de Monsieur D, qui pourra prendre valeur d'un aperçu clinique dans le cas de la névrose obsessionnelle. Alors, suivons encore Jacques Lacan dans son chapitre intitulé « Le fantasme fondamental ». Le cas de Monsieur D servira à montrer la fonction du fantasme dans son rapport au phallus et de montrer aussi, comme il le dit, voilà, je vais le redire un peu plus simplement, la fonction du fantasme dans son rapport au phallus est de montrer à l'extérieur ce qui est à l'intérieur imaginaire du sujet. Car ce qui est dans l'imaginaire, presque détaché de l'intérieur du corps, se trouve pouvoir être porté à la fonction de symbole sans être pour autant détaché de son insertion radicale, comme le dit Lacan, ce qui le fait ressentir comme une menace à l'intégrité de l'image de soi. Alors, est-ce qu'on ne retrouve pas là l'inquiétance de l'objet dans le fantasme dont parlait Freud ? L'analyse de l'inquiétance accordée au thème du double par Otto Rank éclaire ce cas lorsqu'il prétend que, primitivement, le double était une assurance contre la destruction du moi, un énergique démenti à la puissance de la mort. Dans ce sens, sont contenues dans le rêve de Monsieur D différentes dimensions qui fondent la structure du fantasme chez le sujet obsessionnel. Entre autres, j'ai relevé, donc premièrement, le point de code, le poinçon, en tant qu'il est le symbole de la confrontation du sujet barré avec la demande, c'est-à-dire le point de la disparition du sujet au point d'approche de son désir. Car, nous dit Lacan, là où le sujet risque le coup, apparemment, ce n'est pas là qu'il est. Aussi, deuxièmement,
j'ai noté l'objet dans le fantasme apparaît ici comme le support imaginaire d'une phénoménologie de la coupure. Enfin, troisièmement, l'objet dans le fantasme joue le même rôle de mirage que celui que l'image de l'autre spéculaire joue par rapport au moi. Une minute. Oui. L'inquiétance, dans cette position névrotique, semble dès lors provenir du danger que constitue pour le sujet la pente du désir. Je cite Lacan. Car son désir même est une défense. Et pour le soutenir, il faut à chaque fois qu'il appelle à l'aide une chose qui se présente dans une position tierce dans son rapport au désir du grand autre réel. Cette chose, pour Lacan, c'est le phallus symbolique. C'est là, dit-il, qu'il se place pour que soit tenable sa relation aspirante, évanouissante, du sujet barré devant le petit tas. Il me semble que ce petit tas, c'est le petit autre. Voilà, je vous remercie de votre attention.